Bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à utiliser le logiciel Shitubox. C'est aujourd'hui l'un des slicers résine de référence. Donc on va voir ensemble étape par étape comment utiliser ce slicer pour vous permettre de faire les plus belles impressions. Et ça même si vous débutez sur Shitubox. Et si jamais vous souhaitez devenir un expert en impression 3D ou en modélisation 3D, je vous rappelle qu'on propose des formations en individuel ou en groupe. Toutes nos formations, elles sont reconnues par l'État, certifiantes, finançables et notées 4,9 par nos anciens élèves sur Google. Donc si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le lien en description ou le plus simple, c'est carrément de nous appeler. Comme ça, on pourra échanger ensemble sur votre projet, sur ce que vous souhaitez faire et voir comment nous, on peut concrètement vous accompagner au mieux. Allez, c'est parti et je laisse la main à Paul, un de nos formateurs résine. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'impression 3D et plus particulièrement d'impression résine au travers du logiciel donc Shitubox sur lequel nous allons faire un découpage et toute la préparation d'une impression pour lancer sur une imprimante résine. Donc lorsque vous ouvrez Shitubox, une fois qu'il est installé, vous devriez à peu près tomber sur la même interface que moi et il devrait vous demander en tout premier lieu déjà de donner l'imprimante sur laquelle vous allez travailler, sur laquelle on va donc préparer le fichier. Donc moi ici c'est une étape que j'ai déjà fait et on peut retrouver donc l'imprimante que j'ai donnée ici en bas à gauche. C'est là que vous allez pouvoir retrouver le ou les imprimantes sur lesquelles donc vous allez pouvoir travailler. Il vous suffit tout simplement sur le listing qui vous est donné ici en bas, si jamais vous en avez donné plusieurs, de venir cliquer sur l'imprimante sur laquelle vous souhaitez travailler. Une fois que cette imprimante est sélectionnée, donc vous vous retrouvez sur cette interface qui se divise en trois parties. Ici, en premier, vous avez sur la gauche tout ce qui va être les outils qui sont mis à notre disposition pour faire la préparation de nos pièces. Alors ici, le long de l'écran, nous avons donc tous les outils classiques, c'est-à-dire l'outil de sélection et les outils de déplacement, ici, avec le déplacer, la rotation, la redimension et un outil miroir ici en bas. Ensuite, en haut, nous avons d'autres outils, donc alors le menu fichier classique, le menu pour ouvrir et pour sauvegarder, ouvrir des pièces, des STL que vous avez sur votre ordinateur et sauvegarder le projet en cours. Un menu pour faire des copies de nos pièces. Un menu pour organiser automatiquement nos pièces donc sur le plateau. Et ensuite ici, plus d'outils donc en rapport vraiment avec l'impression. Donc ici, le holo qui va vous permettre de faire des creux, de faire des évidages de nos pièces. Le menu pour creuser les trous par rapport donc à ces évidages que l'on peut faire. Et éventuellement une réparation ici de pièces si jamais vous avez quelques petits soucis sur vos modèles, notamment des faces retournées, des trous, des choses comme ça. Ici ensuite, nous avons donc notre viewer 3D qui nous permet donc de voir notre plateau d'imprimante, alors qui est ici à l'envers forcément, et sur lequel on va pouvoir organiser nos pièces. Tout ce qui est info par rapport à ce plateau, c'est-à-dire nombre d'objets que vous avez, temps d'impression estimé, etc., vous le retrouvez ici en bas à gauche. Donc ça va se mettre à jour automatiquement pendant qu'on va préparer nos pièces. Ici ensuite, de l'autre côté sur la droite, vous retrouvez donc ce que vous avez sur tous les slicers et sur une majorité de logiciels 3D, c'est-à-dire votre ViewCube, qui va vous permettre donc de savoir à peu près dans quel type de vue vous êtes. Et ici, cette barre qui va nous permettre donc de voir les couches successives qui vont être faites sur nos objets. Et enfin, dernière partie, donc ici, sur la droite complète de l'écran, vous retrouvez donc la liste des fichiers. Alors pour l'instant, du coup, elle est vide, j'en ai importé aucun. Et ensuite, le menu des supports qui va nous permettre donc de placer des supports sur nos pièces, de commencer à organiser un petit peu tous les supports qui vont être faits. Ici en bas, vous avez donc tout ce qui est la détection des cavités, donc la détection des creux qu'il va y avoir à l'intérieur de vos pièces, et la détection des collisions, donc c'est-à-dire des objets que vous allez pouvoir placer sur le plateau et qui risquent de rentrer un peu en collision l'un avec l'autre. Avant de commencer à importer nos pièces, et pour vraiment venir paramétrer jusqu'au bout notre machine, on va passer au paramétrage de la résine. Alors pour ça, c'est extrêmement simple. Vous pouvez passer ici en bas à droite, sur le Slice Settings, donc les paramètres de tranche. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir venir ici, donc dans ce menu, qui se découpe en 4 sous-menus, que vous retrouvez ici en haut, et qui donc va vous permettre de venir paramétrer complètement votre résine. Alors, premier menu, tout simplement, c'est le menu machine. Ici, vous retrouvez donc le nom de votre machine, nom que vous pouvez changer à votre guise. Le type de machine donc, sur lequel vous travaillez, si jamais vous avez modifié le nom et que vous l'avez oublié.
Le type d'écran, donc la projection des UV, comment est-ce qu'elle se fait. Et ici en dessous, la résolution et la dimension de cet écran. Ça, pareil, si jamais vous utilisez des kits d'upgrade par exemple de votre machine, ce sera des paramètres à venir modifier. Sinon, vous pouvez tout simplement laisser les paramètres par défaut. Ici ensuite en dessous, vous retrouvez donc les informations globales de votre résine. Alors ça touche pas vraiment aux paramètres d'impression qu'on va voir juste après. Là, c'est plutôt des informations que vous allez donner sur votre résine, notamment pour faire tout ce qui est estimation en quantité de résine, coût d'impression, etc. C'est ce que vous retrouvez donc ici par exemple, avec donc la densité de résine et le coût de votre résine. Donc là ici, moi j'ai rentré en euros par kilo. La couleur également et éventuellement deux lignes ici que vous pouvez venir changer. Le type de résine, par exemple si vous utilisez plus de la résine ABS, imaginons, ou de la résine Flex, et le nom que vous souhaitez lui donner. Nom d'ailleurs que vous pouvez modifier ici, mais également sur la liste des profils résine que vous allez pouvoir vous créer et que vous pouvez modifier tout simplement ici en venant renommer donc chaque profil. Vous pouvez voir qu'ici j'en ai un seul qui s'appelle profil. Vous pouvez tout simplement en ajouter en cliquant sur le petit plus et après donc venir, comme je vous disais, les renommer tout simplement ici. En dessous de ces paramètres généraux de la résine, on retrouve ce qui va commencer à nous intéresser, tout ce qui va toucher au print. Donc les paramètres de print, c'est vraiment vos paramètres d'impression. Donc c'est tout le paramétrage résine qu'on va devoir vérifier à chaque ajout, à chaque changement de résine. Donc pour ça, c'est découpé en plusieurs sous-catégories. La première ici, vous retrouvez 4 infos. La layer height, donc c'est-à-dire l'épaisseur de chaque couche que vous allez avoir sur votre découpage. Donc là par exemple, vous voyez que je suis sur du 0,05 mm, ce qui est une taille à peu près standard de hauteur de couche pour une impression résine. En fonction de la finesse que vous voulez avoir, de la précision de votre impression et de la résine que vous utilisez, vous pouvez venir jouer comme ça et avoir des couches par exemple plus fines pour avoir plus de détails. Ça va aussi du coup prendre plus de temps d'impression. Forcément, si vous diminuez les hauteurs de couches, il y aura plus de couches à venir flasher et donc plus de temps d'impression à la fin. Ici ensuite en dessous, vous retrouvez un chiffre, donc moi en l'occurrence ici 5, qui est donc le bottom layer count, donc c'est-à-dire en fait le nombre de couches surexposées, le nombre de premières couches. Alors, ce nombre de premières couches, ça va être, donc dès que le plateau va plonger dans mon bac pour commencer l'impression, je vais avoir 5 couches, donc ici, qui vont être surexposées volontairement. Surexposées, ça veut dire que comparé à toutes les autres couches qui vont être imprimées après ces 5-là, je vais avoir des temps d'exposition beaucoup plus longs. Temps d'exposition qui sont spécifiés juste en dessous. L'exposure time et le bottom exposure time. L'exposure time classique, donc ça c'est pour toutes mes couches de manière générale, et le bottom exposure time, c'est donc le temps d'exposition de mes couches surexposées, de mes premières couches, donc des 5 ici. Pourquoi ce temps est plus long sur les premières couches? C'est tout simplement pour assurer une meilleure solidité, une meilleure stabilité, et éviter qu'au cours de l'impression, mon impression qui est sur mon plateau, vienne se décoller, vienne tomber donc au fond de mon bac ou tout simplement commence à se dégrader un petit peu. C'est très important donc de venir changer ce temps d'exposition, surtout donc pour les premières couches. Ne pas hésiter à mettre quelque chose d'assez élevé, justement pour éviter les déformations éventuelles qu'il peut y avoir pendant l'impression. Ne montez pas trop non plus, au risque de surexposer beaucoup trop votre résine et de venir un peu la cramer. Ici, ces valeurs-là, vous les retrouvez de toute façon dans les paramétrages, enfin les conseils fabricants pour chaque résine. Vous avez comme ça une fourchette qui est donnée, par exemple pour une résine classique, les temps d'exposition sont en général entre 2,5 et 3 secondes, et pour les temps d'exposition donc des premières couches, entre 25 et 35 secondes. En fonction donc de plusieurs facteurs, notamment la méthode de flash, donc le type d'écran de machine que vous utilisez, la température de votre résine, la température de l'environnement aussi tout simplement, vous allez pouvoir jouer sur ces paramètres-là pour venir les baisser ou les augmenter pour obtenir vraiment un rendu, un résultat le plus optimal possible. Ici donc ça,
la hauteur des couches, le nombre de couches surexposées et les temps d'exposition, ce sont des données fabricants, donc pas forcément à vous de venir les inventer, mais bien à venir modifier à chaque changement de résine et en fonction de l'imprimante sur laquelle vous travaillez. Ici ensuite en dessous, on retrouve un autre petit encart, donc avec le Transition Layer Count. Donc ça en fait c'est le nombre de couches de transition qu'il va y avoir entre donc, mes résines ici, enfin mes couches qui vont être surexposées, et mes couches qui vont être exposées de manière classique. Donc il ne passe pas directement à la couche 5 de 30 secondes à 3 secondes de temps d'exposition, sinon ça ferait vraiment une marche trop énorme et du coup ça crée un peu de décollement ou ça fait en sorte que les couches n'adhèrent pas bien entre elles. Et donc il fait ça sur 7 couches successives en diminuant à chaque fois de 3,38 secondes par couche, de façon à passer de 30 secondes à 3 secondes de temps d'exposition. Ça, pareil, pas forcément à venir modifier tout le temps. Une fois que vous avez bien paramétré votre résine, vous pouvez le laisser tel quel. Mais au début, vérifiez bien que vous n'ayez pas trop de couches de transition, donc que ce soit pas trop long non plus, de façon à ne pas perdre de temps par exemple sur votre impression, mais que vous n'en ayez pas trop peu non plus, de façon à ce que ça ne fasse pas des steps trop élevés en termes de secondes, d'intervalle de secondes, et que donc vous n'ayez pas de problème de décrochage d'une couche à l'autre. Ensuite, en dessous, on trouve tout ce qui est les temps de repos. Alors ça va être des temps de repos que va marquer le plateau au fur et à mesure de l'impression. Le plateau, il va faire des mouvements de bas en haut où il va venir plonger donc, au fond du bac de résine. Ça va flasher, donc ça va exposer la résine. Et ensuite, le plateau va remonter de façon à venir se décoller du film que vous avez au fond de votre bac et à éviter comme ça que ça flash couche sur couche et que ça fasse juste un pâté ou que ça reste accroché au fond de votre bac. Ces temps de repos, du coup, interviennent lorsque ce plateau fait ses mouvements. Vous avez donc des différents temps de repos. Donc un rest time before lift, donc c'est-à-dire avant que le plateau remonte et fasse donc sa remontée. Donc là, ici, j'en ai pas spécifié. Vous avez un rest time after lift, donc un temps de repos une fois que le plateau va revenir dans le bac. Donc ça pareil, j'en ai mis aucun pour l'instant. J'ai juste mis un temps de repos ici d'une demi-seconde après la rétraction, c'est-à-dire en fait une fois que le plateau est revenu dans le bac. Donc si j'ai mis un temps de repos là, c'est tout simplement pour éviter que ma résine ne bouge une fois que le plateau revient au fond du bac. Attendre une demi-seconde, voire une seconde, qu'elle se stabilise légèrement, et éviter comme ça que ça commence à flasher alors que ma résine est légèrement en mouvement à l'intérieur du bac. Dérangé donc par le plateau qui est tout simplement revenu plonger dedans. Et enfin, ici, donc sur la droite, vous retrouvez tout ce qui est les distances de levage et de rétraction. Ici, donc bottom lift distance, lifting distance, retract distance et bottom retract distance. Vous avez également tout ce qui est vitesse. Alors, les distances ici, c'est spécifié donc en plusieurs valeurs, donc en 2 valeurs ici. Alors pour faire très simple sur ces valeurs-là, imaginez donc que vous devez spécifier à chaque fois 2 valeurs. Ici par exemple, donc pour mon bottom lift distance, donc ça va être ma distance de levage sur mes couches surexposées. On retrouve ici le petit mot bottom comme on a donc sur les premières couches ici. Donc mon plateau va faire 2 mm vers le haut, puis ensuite 3. Les 2 premiers millimètres, il va les faire donc à une vitesse de 75 mm par minute. Les 3 suivants, il va les faire à une vitesse de 230 mm par minute. Pourquoi est-ce qu'il marque une différence? C'est extrêmement simple, c'est parce qu'en fait, votre plateau, lorsqu'il va se lever du fond de votre bac, va décoller en fait la couche qui vient d'être exposée du film du fond de votre bac, pour éviter que celle-ci donc reste collée au fond. Et il va la décoller assez lentement, de façon à ce que ça ne la décolle pas non plus du plateau, en la relevant trop vite. Il considère qu'une fois qu'elle s'est relevée de 2 mm, la plaque, enfin le plateau, du coup, la couche qui vient d'être exposée a été correctement décollée du film, et donc du coup, il peut passer à des vitesses un peu plus élevées. Idem pour la rétraction, donc cette fois c'est le fait de revenir dans le bac de résine. Il revient d'abord donc d'une certaine distance ici, puis d'une autre, et à chaque fois on retrouve pareil 2 vitesses. Cette fois-ci donc en premier il redescend plus vite, et une fois qu'il est de nouveau dans le bac, il va baisser la vitesse,
donc pour éviter comme ça de remuer de trop la résine. Et de toute façon, même s'il la remue un peu, on a marqué donc une légère pause avant de reprendre l'exposition de la résine. Tout ça, idem, c'est en fonction du type de résine que vous utilisez, que vous devrez venir le paramétrer, et donc en fonction vraiment de l'imprimante aussi que vous avez, et du type d'exposition que vous disposez sur l'imprimante. Tout ça, donc, vous pouvez venir l'adapter éventuellement si vous avez des problèmes, notamment des problèmes un peu de décollement, des impressions qui restent au fond du bac, qui ont tendance à mal adhérer sur le plateau. Ça peut venir d'un problème d'exposition, ça peut aussi venir d'un problème de levage, ou surtout de vitesse de levage. Globalement, tous les paramètres sont assez importants ici, puisque c'est ce qui va faire que votre impression va être réussie ou non. Mais si vous devez vraiment prêter attention à certains, je vous conseille surtout de regarder ceci ici, donc tout ce qui va être les temps d'exposition, hauteur de couche et nombre de couches surexposées, et surtout les vitesses et distances de levage. Ensuite ici en dessous, on passe sur le menu donc avancé, et là on a quelques paramètres supplémentaires qui vont nous permettre donc de venir modifier un petit peu certains paramètres d'impression. Ici, donc, ce n'est pas forcément une obligation de venir les modifier, mais pour passer très simplement sur chacun d'entre eux, donc le premier, le Bottom Light PWM, donc c'est en fait un paramètre qui contrôle l'intensité lumineuse appliquée pendant l'impression des premières couches. On retrouve toujours donc le petit bottom qui correspond aux premières couches, donc celle en contact avec le plateau. PWM, ici, ça signifie en fait Pulse Width Modulation, alors pardonnez mon accent anglais, et ça permet de contrôler la durée de chaque impulsion lumineuse. En gros, une valeur plus élevée peut améliorer l'adhésion des premières couches au plateau, mais peut aussi augmenter un petit peu la durée d'impression. Ici, Light PWM, donc c'est exactement la même chose, sauf que cette fois, on est sur les couches classiques, donc une fois que les couches surexposées sont passées. On est sur le reste de l'impression. Ici, le paramètre Picture Grayscale, alors ça, c'est les niveaux de gris en fait des images que vous allez projeter donc sur l'écran qui va venir donc solidifier la résine. Alors ce paramètre, ça détermine un peu la façon dont Shittybox va surtout gérer les nuances de gris. Plus il est élevé, plus l'image découpée sera détaillée, donc avec plus de nuances, et une reproduction plus précise des détails. Ça peut surtout jouer sur la qualité visuelle des impressions, notamment sur des zones où vous allez avoir un peu de dégradé ou les parties fines des objets que vous allez pouvoir imprimer. Ici ensuite en dessous, le Shrinkage Compensation. Alors ça, c'est la compensation de rétrécissement. C'est-à-dire que pendant l'impression, la résine peut se rétracter un petit peu en durcissant. Ce paramètre, jouer sur ce paramètre, ça permet de compenser cette rétraction en ajustant les dimensions du modèle avant l'impression, afin que l'objet imprimé soit plus proche des dimensions souhaitées, de celles que vous avez donc importées vraiment sur le plateau. C'est particulièrement utile avec certains types de résines qui rétrécissent davantage que d'autres, ou de certaines marques par exemple. La Tolerance Compensation, alors ça c'est un paramètre qui ajuste les dimensions du modèle pour compenser les petites variations de l'imprimante elle-même, comme par exemple la précision du déplacement de certains axes que vous allez pouvoir avoir sur l'imprimante. Ça permet de corriger des petites erreurs qui peuvent être vraiment minimes souvent et qui peuvent se produire pendant l'impression. Le Bottom Tolerance, c'est exactement donc le même paramètre, sauf que cette fois c'est pour les premières couches, celles qui sont surexposées. Donc on retrouve toujours le mot Bottom ici, qui concerne vraiment les premières couches. Le Print Time Compensation, alors ça c'est une compensation du temps d'impression, littéralement. Et ça ajuste le temps d'impression en fonction donc de l'estimation que Shittybox va vous faire. Si vous remarquez qu'il y a vraiment une grosse différence entre ce que vous annonce le slicer et le temps d'impression réel après sur la machine, vous pouvez venir mettre donc le temps d'impression estimé et la différence par rapport au temps d'impression réel, et comme ça venir faire une compensation un peu pour que son estimation à Shittybox soit le plus précis possible. Et enfin, le masque, ici tout en bas, alors ce paramètre c'est lié à la manière en fait dont l'écran de l'imprimante masque certaines parties de la résine pendant l'impression. Ça peut être surtout utilisé pour ajuster l'intensité de la lumière ou la distribution de la lumière sur l'écran afin d'améliorer la qualité du print et de réduire certains artefacts ou certaines mauvaises adhésions des couches au plateau. Voilà, donc ça c'est vraiment des paramètres, comme je l'ai dit, qui ne sont pas
obligatoire de venir jouer dessus, mais qui peuvent corriger certains soucis que vous allez pouvoir être amené à rencontrer pendant l'impression. Bon, je me permets de couper la vidéo ici pour vous dire que si vous appréciez notre travail, c'est super important pour nous que vous likiez et commentez cette vidéo. Ça nous encourage à continuer, ça met en avant cette vidéo à d'autres personnes qui galèrent comme vous en impression 3D. Et si l'univers de l'impression 3D vous intéresse, abonnez-vous, on sort chaque semaine des conseils, des tutos, des astuces pour vous perfectionner sur le sujet. Allez, je redonne la main à Paul. Une fois donc que c'est bon, que tous vos paramètres sont rentrés, que tout est OK, eh ben, vous pouvez tout simplement venir ici en bas à droite, appliquer ces paramètres, et il ne nous reste plus qu'à commencer à préparer nos impressions. Donc là, tout simplement, on va déjà venir s'appeler une pièce. Alors vous pouvez venir l'appeler ici, depuis le menu Open, tout simplement, ou sinon venir la chercher et la faire glisser depuis un menu, enfin depuis un dossier, dans votre scène. Donc là, je me suis appelé un petit samouraï. Voilà. C'est une pièce typique de jeu de plateau et que je vais pouvoir imprimer. Donc ici, depuis que je l'ai importé, il m'annonce en bas à gauche pas mal d'infos supplémentaires. Il me donne donc par exemple la quantité de résine que je vais utiliser, le nombre de couches totales qu'il peut me faire, le 804 ici, et mon temps d'impression estimé. Temps d'impression qui va varier donc en fonction du placement de ma pièce que je vais faire sur mon plateau. Globalement, la première étape, c'est déjà de placer votre pièce et vous avez 2-3 règles à respecter. Quand vous allez placer votre pièce sur le plateau, évitez les zones d'aplat en direct vers le plateau. C'est-à-dire par exemple ici, me retrouver avec une surface à plat collée sur mon plateau. Alors là, ça va parce qu'elle n'est pas trop grande, mais ça peut provoquer un petit peu de décollement vu que ça fait une grosse surface d'accroche entre mon plateau et mon film qu'il va y avoir au fond du bac. Et donc quand mon plateau va se relever, ça augmente les chances que cette zone-là reste accrochée, elle, au fond de mon bac. Le fait de ne pas l'avoir comme ça à plat aussi à l'horizontale, ça va me permettre d'éviter le fait qu'elle se torde ou qu'elle se déforme légèrement pendant l'impression. Donc là, le but du jeu, ça va être tout simplement de venir commencer à tourner un petit peu ma pièce. Alors dans un sens ou dans l'autre, sur l'axe vert ou sur l'axe rouge, peu importe. Et venir comme ça, déplacer un petit peu ma zone à plat. Deuxième chose, pensez que les supports qui vont venir donc soutenir votre pièce et l'accrocher au plateau, ils vont forcément partir du plateau. Donc le but du jeu, ça va être de placer vers le plateau que des zones aussi sur lesquelles je ne vais pas avoir trop besoin de venir retravailler ensuite, qui ne vont pas être forcément les zones principales de ma figurine, et donc sur lesquelles je peux me permettre d'avoir une qualité un peu moindre, ou certaines marques qui vont être laissées par les supports, et que je ne vais pas forcément venir pouvoir retravailler après au nettoyage, ou en ponçant, etc. Donc là par exemple, moi sur mon personnage, la partie que je veux qu'il soit vraiment nickel, ça va être l'avant. Donc si je veux venir pencher un petit peu plus ma figurine, de façon à vraiment orienter le dos de mon samouraï vers le plateau. Le fait de le pencher comme ça un petit peu, ça me permet de voir aussi que mon temps ici, on était tout à l'heure à 1h54 à peu près il me semble, on est passé à 2h30. Tout simplement parce que en pivotant mon samouraï, le sabre a remonté et du coup ça me fait plus de couches à imprimer. Donc sur un total de 804 couches tout à l'heure, on est passé à 1059. Ça donne forcément plus de temps d'impression et donc moi c'est pas forcément ce que je veux. Donc là ici, pour venir contrebalancer ça, je peux toujours venir orienter encore un peu plus mon personnage. Alors, ça a tendance à rajouter du temps d'impression, donc au final je vais juste me contenter de venir le rebaisser un petit peu, voilà, comme ça. Je suis repassé sous les 1000 couches, je suis à 2h15 d'impression estimée. Ça me semble à peu près acceptable pour une pièce comme ça. Ok, donc vraiment, pour le placement, si on doit résumer, 2 règles surtout. Ne pas avoir de grandes zones à plat en direct vers le plateau, et donc ils vont se retrouver également vers le film du fond du bac et qui risquerait de créer des problèmes d'accrochage. Et également orienter vers le plateau que les parties que j'estime qui vont venir qui vont pas avoir forcément besoin de trop de nettoyage derrière ou qui vont pas être trop visibles. Une fois que c'est bon, je peux venir, si je veux, venir faire un auto layout de façon à recentrer correctement mes pièces. Donc là, tout simplement, voilà, j'ai recentré mes pièces. Bon, elles n'étaient pas trop décalées non plus par rapport à mon plateau, mais ça me l'a remis bien au centre. Lorsque vous faites une impression résine,
Pensez bien que ce n'est pas le nombre de pièces qui va faire la durée d'impression, comparé à une impression filament par exemple, c'est vraiment la hauteur maximale, vu qu'en fait l'écran vient flasher tout votre plateau en un seul coup. Donc n'hésitez pas à rentabiliser au maximum chaque impression en venant remplir le plateau de modèles. De toute façon, c'est vraiment le modèle qui est le plus haut qui fera la totalité du temps d'impression, puisque chaque couche flash, comme on a dit, donc tout le plateau. Ici ensuite, je vais pouvoir venir placer mes supports. Donc là, je viens juste sélectionner mon modèle, et à droite, je passe donc sur l'onglet des supports. Ici, j'ai pas mal de petites infos à venir checker. Tout d'abord, le type de support que je veux. Par défaut, il m'en propose 3, Light, Middle, Heavy. Light, c'est vraiment des supports très fins qui sont faits donc pour soutenir les petites parties de votre impression, des parties fines qui risquent facilement de se casser si jamais vous mettez des supports trop épais, ou des parties qui sont assez légères. Middle, c'est du support classique, donc pour soutenir tout type de pièces. Et Heavy, c'est vraiment pour les parties qui vont être lourdes, les parties pleines, ou les grosses surfaces de ma pièce. Ici, je vais rester en middle. Juste au-dessus, une fois que j'ai choisi le type de support que je veux, je viens vérifier le Z-Lift 8 ici, qui est à 2 mm par défaut, et en fait qui fait, hop, ici, alors ça se voit à peine, qui surélève légèrement ma pièce de mon plateau. En fait, ça donne un léger écart entre mon plateau et ma pièce. Elle n'est pas directement en contact avec ma plaque. Et donc, ça va être que mes supports qui vont venir soutenir ma pièce. Comme ça, je risque pas d'avoir de problème d'accroche avec mon plateau lorsque j'aurai retiré la pièce. Pas d'effet de ventouse ou quoi. Et surtout, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur le placement de mes supports. Pour revenir sur les supports, ici, juste en dessous, vous retrouvez tout ce qui est paramètres de support. Par exemple, donc le type upper diameter, donc qui est la taille en fait du diamètre du support qui va être en contact avec ma pièce. Le raft shape, donc en fait, est-ce que ça va placer un radeau qui va être un lit de résine en dessous de ma pièce. Donc ça, c'est un peu comme pour ceux qui sont familiers avec l'impression filament. Ça va vraiment faire une couche de résine sur mon plateau, sur laquelle donc tous mes supports vont venir se coller, histoire de maximiser l'adhérence. Ici, le touch tip distance, donc ça c'est la distance en fait que vous allez avoir entre le contact à ma pièce, donc du support, et le bout du support. C'est la longueur en fait de la partie qui vient se planter dans ma pièce. Et enfin, le support angle, donc ça en fait c'est l'angle de support, c'est-à-dire l'angle que prend ma pièce par rapport au plateau, et à partir duquel mon logiciel va considérer, lorsque je vais faire des supports automatiques, qu'il faut automatiquement venir mettre un support. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez toujours activer les paramètres avancés, dans lesquels ici vous allez retrouver notamment donc tout ce qui va être le top du support, donc c'est-à-dire la partie haute ici, avec donc toutes les mesures à chaque fois de votre support. Pareil pour le milieu, cette partie ici, et le bottom, donc la partie qui va être en contact avec le plateau. Dans le top et le middle, donc vous retrouvez surtout, à part les formes globales, des mesures, donc qui en fait vont faire par exemple de quelle distance ça vient se planter dans ma pièce, mon support, le diamètre de mon support, les épaisseurs, les choses comme ça. Et dans bottom, vous retrouvez également ici la forme du connecteur entre mon support et mon plateau. Si jamais vous avez des problèmes d'adhérence de pièces à votre plateau, alors outre les paramètres résine comme on a vu tout à l'heure, ça peut venir aussi du fait que vous manquez un petit peu de support, ou que les supports ont du mal à accrocher au plateau. Et là, donc, vous pouvez venir jouer par exemple avec soit le raft, donc paramètre qu'on retrouve également ici, soit avec donc, la forme ici du connecteur du support avec le plateau. Ici ensuite, deux choix s'offrent à moi. Une fois que j'ai paramétré convenablement mes supports, donc je peux venir choisir soit de faire l'auto-support mode ici, donc qui va être en fait un placement automatique de mes supports sur ma pièce, soit venir les placer à la main. Donc comme depuis tout à l'heure, vous voyez, lorsque je passe ma souris dessus, je peux venir cliquer pour mettre directement des supports. Par défaut, sur la plupart des slicers résine, les supports automatiques sont relativement bien faits. Donc là, vous pouvez toujours en tenter un en premier. Faites juste attention, par défaut, là ici, je suis sur Auto Support Mode sur le plus plateforme. Ça veut dire que tous mes supports vont automatiquement partir de ma plateforme, donc de mon plateau, et pas de ma pièce. Si jamais il y a des zones à supporter
et qu'il n'arrive pas à placer de support depuis mon plateau, ben, ce sera des zones qui ne seront pas supportées. Donc faites juste attention à ça lorsque vous allez placer vos supports. Et ensuite, vous pouvez donc faire un auto-support. Ici, donc, il me place autant de supports. Alors, je ne suis pas trop satisfait de ce qu'il m'a fait. Je vais essayer de les enlever, donc avec le bouton Clear All ici en dessous, ou directement, sinon en les sélectionnant avec le support moins qu'on avait ici, mais j'aurais dû le faire un par un. Je vais les passer en light et je vais refaire un auto-support de façon à voir s'il m'en fait un peu plus. Ok. Alors j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Je vais juste en rajouter quelques-uns à la main. Notamment donc par exemple certains qui vont venir se caler ici. Alors, je comprends le souci. Ce que je vous parlais tout à l'heure, donc sur le plus plateforme, si je le passe en plus all, ici il va me refaire des supports qui peuvent partir de ma pièce cette fois. Et voilà, il me crée certains supports ici, pour le dessus de l'armure. Ok, il m'en a rajouté également ici, qui vont venir soutenir donc les bords du casque. C'est un peu mieux. Pareil ici aussi au milieu. Ok, là ça me semble un peu plus cohérent. Donc je pense que je peux laisser comme ça. Ok. Une fois que vos supports sont placés, vous pouvez revenir ici sur la droite sur le menu de la liste de vos fichiers. Il nous reste un dernier petit truc à faire avant de pouvoir passer à la découpe. La dernière chose à faire, c'est tout simplement l'évidage de notre pièce. Par défaut, ma pièce ici est pleine, et donc ça veut dire que je vais me retrouver avec une pièce pleine de résine, ce qui n'est pas forcément le mieux en termes de quantité utilisée pour faire un modèle comme ça. Là ici, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser le bouton Holo ici, qui me permet donc de faire des creux de mes pièces. Et je vais donc choisir l'épaisseur que je veux laisser entre l'extérieur de mon modèle et le creux intérieur. Donc ici, je choisis donc en mode Holo Out et pas Pile. Holo Out, ça veut dire tout simplement qu'il va creuser l'intérieur de votre pièce. Et Pile, c'est comme s'il venait raboter l'extérieur. Donc ici, moi, je veux creuser uniquement l'intérieur. Le Wall Thickness, donc ça, en fait, c'est l'épaisseur que je veux laisser sur ma pièce. Alors là, je vais mettre 1,5 mm. La précision, à des endroits qui peuvent poser problème, notamment donc au croisement de certaines parties du modèle. Ici, Infill Structure, donc c'est le choix entre rien ou la croix 3D, cross 3D. Donc ça, en fait, ça va être le structure de remplissage interne. Là, par défaut, moi, c'est une pièce qui va être une toute petite pièce pour un jeu de plateau, donc qui va être manipulée relativement avec soin. Donc je vais laisser sans structure interne. Et du coup, je n'ai pas besoin de modifier la densité du remplissage interne. Je peux laisser cocher animation ici. Ça va me jouer du coup une petite animation lorsqu'il va faire le creuset. Et ensuite, je clique sur Start. Donc là, il est en train de calculer. Et ici, voilà, il m'a joué la petite animation. Une fois que c'est bon, ma pièce, elle passe comme ça en transparent en affichant des parties jaunes à l'intérieur. C'est ce qu'on retrouve ici, en bas, donc à droite, le Cavity Detector, c'est-à-dire le détecteur de cavité, le détecteur de zone creuse à l'intérieur de mon modèle. Donc là, par défaut, vous voyez que je n'ai pas de zone creuse en jaune à l'intérieur du socle ou même dans les jambes. J'en ai vraiment une ici, à l'intérieur du torse. Pour faire ça, donc pour venir après nettoyer ma pièce, pour venir donc vider la résine qui pourrait se retrouver coincée à l'intérieur lorsque les couches successives se font, je vais tout simplement venir donc faire des trous d'évidage. Ça se trouve ici, tout simplement, à côté du holo. Et là, donc, je peux choisir la forme du trou que je veux faire. Donc, je vais rester en circulaire. Le diamètre du trou, donc là, 15 mm. Alors, ça va être un peu beaucoup. Je vais descendre à 2 mm, par exemple. Et la profondeur, qui donc doit être forcément au moins supérieure à l'épaisseur que j'ai laissée quand j'ai fait mon évidage. Donc, j'avais laissé 1,5. Là, on est à 2,5. Donc, ça devrait être largement bon. La méthode de calcul du trou, donc est-ce qu'il est perpendiculaire à mon modèle lorsque je vais cliquer dessus, ou est-ce qu'il est perpendiculaire à mon écran? Je vais rester en perpendiculaire au modèle. Et ici, le Retain Plug, donc en fait c'est est-ce que je veux garder la partie qui va m'enlever de ma pièce, de façon à après pouvoir venir la remettre dans mon modèle, et donc reboucher le trou.
C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille de garder, surtout que c'est souvent assez aléatoire le résultat donc de ce bouchon. Ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est soit de travailler après avec une sorte de mastic UV, donc que vous allez pouvoir appliquer sur votre modèle et venir sécher et après reponcer directement, soit directement en mettant donc une petite goutte de résine dans le trou avant de passer votre pièce aux UV une fois que le nettoyage a été fait. Ici, donc là, je vais venir choisir où c'est que je veux placer mes trous. Alors, le mieux, ça reste dans une partie qui ne se voit pas trop. Donc là, par exemple, je pourrais venir essayer de prendre ici, en dessous, directement. Alors, je suis pas sûr que ça atteindrait bien l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on va voir. Je vais essayer voilà, de prendre directement ici. Hop, non, ok, il n'y arrive pas à le faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je viendrai mettre du mastic et je vais faire plutôt un trou ici, directement en plein milieu du dos. Alors, s'il y arrive. Hop, ok, alors il me dit que les murs sont trop épais, donc je vais essayer d'augmenter un petit peu la profondeur. Ok, et là c'est bon, il a réussi à me le faire. Ok, donc là j'ai un trou d'évidage, on voit bien d'ailleurs la partie hop, creuse à l'intérieur de mon modèle, ici. Et donc ça va permettre à la résine qui pourrait se retrouver prisonnière à l'intérieur de ma pièce de venir s'évider lorsque je vais faire le nettoyage, ou lorsque je laisserai égoutter la pièce sur le plateau avant de faire tout ce qui est post-traitement. Donc là on n'est pas trop mal, j'ai orienté ma pièce, j'ai placé mes supports, j'ai fait mon évidage et mes trous d'évidage. Là ici mon cavity detector il est repassé avec le petit bonhomme vert qui sourit, donc pour me dire que tout va bien, il n'y a pas de zone de creux à l'intérieur avec de la résine qui risque de se retrouver piégée. Il n'y a pas de collision, alors, en même temps j'ai qu'une seule pièce sur mon plateau donc ça aurait été compliqué. Et du coup je peux venir directement faire un découpage de ma pièce. Donc là il me génère toutes les images qui vont être projetées sur l'écran et qui vont venir faire donc couche après couche le print de ma pièce. Je retrouve ici en bas tout ce qui va être les paramètres d'impression, donc les temps d'exposition, les vitesses et distances de levage dont on parlait tout à l'heure. Ici donc j'ai la vue de mon modèle et ici les images dont je vous parlais. Le petit bouton ici à droite permet toujours de voir donc les images qui vont être projetées sur le plateau à chaque fois pour faire chaque couche. On pourrait s'arrêter là. Vous pouvez exporter la pièce en l'état et l'envoyer directement donc à l'impression en cliquant sur Save ici en bas à droite. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi faire une détection des îlots, c'est-à-dire des zones qui vont se retrouver un peu isolées et qui peuvent créer des petits morceaux de résine flottants dans votre print. Je m'explique. Vous avez un outil ici, Detect Island, donc qui va faire la détection d'îlots, que vous pouvez donc lancer. Pareil, il va recharger un peu. Et là, il me dit par exemple que j'ai 40 îlots trouvés. Alors, vous pouvez utiliser les flèches pour naviguer dedans, tout simplement. Donc là, voilà, il m'en trouve un ici. Alors là, on n'est pas loin des dernières couches de résine. Hop, alors. Donc ça ici, ça correspond à cette couche-là, cette partie-là, donc il va être flashé pour faire le bout de la lame. Et j'ai aussi une partie, voilà, ici, alors, qui correspond à ça. Et de l'autre côté, par contre, voilà, il n'y a pas de couche, et vous voyez qu'il met une petite zone en rouge. Et ça, du coup, c'est un îlot. C'est une zone qu'il considère comme seule, à part, et qui peut mal soit se souder donc à votre pièce, soit créer un morceau flottant dans votre résine, et peut-être faire foirer le print, ou tout simplement l'endommager. Donc pour ça, une fois que vous êtes là, vous pouvez soit l'ignorer, et passer au suivant, soit le supprimer directement avec la poubelle. Ensuite ici, il m'en détecte un autre. Donc alors, là, ah bah oui, là ça correspond carrément à cette partie ici en fait, qui va se retrouver isolée, donc pareil, je peux le supprimer. Pareil ici du coup, de l'autre côté. Et ainsi de suite, et comme ça je peux venir faire un peu un nettoyage de ma pièce, avec donc chaque partie qui va se retrouver un peu problématique, qui peut en tout cas, soit endommager la pièce, soit me faire rater mon print. Donc je ne vais pas passer sur tous, mais c'est un outil de contrôle que je vous conseille d'utiliser, surtout sur des gros prints. Il y a beaucoup de détection de faux positifs, donc faites attention, mais ça permet quand même de nettoyer grossièrement votre modèle.
Une fois que c'est bon, eh bien, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur sauvegarder ici en bas et à venir enregistrer donc le fichier au format .goût si vous utilisez une imprimante Elegoo et à l'envoyer directement sur l'imprimante pour faire votre print. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Si jamais vous avez des questions parce que certains points n'étaient pas assez clairs ou vous avez besoin de plus de précision, les commentaires sont là pour ça. On essaiera de répondre au plus grand nombre. Et si vous voulez d'autres vidéos dans le style, même chose, dites-le nous en commentaire. Et je vous rappelle que si vous souhaitez vous perfectionner en impression et en modélisation 3D, on propose des formations qui sont reconnues, qui sont finançables et certifiantes. Le lien, encore une fois, est dans la description ou sinon appelez-nous, c'est peut-être plus simple pour vous. Allez, à très vite.